pour le printemps prochain. C'est l'un des sujets que nous allons aborder ce soir avec Marion Maréchal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes députée européenne Identité Liberté. Je voudrais commencer avec vous sur la canicule. La canicule, on l'a compris, n'est pas terminée. Les météorologues annoncent un retour des températures élevées en fin de semaine. Est-ce que vous êtes convaincu que la lutte contre le réchauffement climatique doit être désormais une priorité ? Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait s'adapter à ce qui est indéniablement sous nos yeux, un bouleversement climatique qui tend à s'exprimer par le réchauffement. Et je suis désespérée de voir que ceux qui, dans la société depuis des années, ont préempté ce sujet sur la question du réchauffement et qui ont simplement finalement conclu à ce qu'il y ait une forme d'éco-anxiété générale, se sont toujours systématiquement opposés aux solutions que nous avons proposées. Je parle évidemment des Verts, on pourrait parler de l'énergie décarbonée avec le nucléaire, qu'ils ont combattu ardemment jusqu'ici, on parle évidemment du plan climatisation qui a été diabolisé très largement, on pourrait parler du stockage de l'eau, qui là encore est combattu par les Verts de manière systématique, on parle des grandes lignes TGV, notamment Lyon vers l'Italie, qui serait une manière aussi de limiter la production de CO2 dans l'atmosphère. S'adapter, non pas lutter contre le réchauffement climatique. Mais de toute façon, il y a une conclusion simple à laquelle il faut arriver, c'est qu'aujourd'hui, la France représente moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc même si on appliquait à la lettre le programme complètement délirant des Verts, qui est celui en fait d'une décroissance et d'un appauvrissement généralisé, qu'on s'interdisait toute forme de climatisation, qu'on arrêtait de se chauffer l'hiver et de se refroidir l'été, de toute façon, ça n'aurait pas d'impact à l'échelle mondiale. Donc ce que peut faire la France, nous sommes déjà l'un des pays les plus vertueux du monde, c'est s'adapter. Voilà, s'adapter sur le plan agricole, sur le plan en effet du bâti, parce que tout ce que nous voyons ressortir à l'occasion de ces débats sur la climatisation, c'est que l'État a tout fait pour empêcher des mécanismes de refroidissement, y compris des pompes à chaleur réversibles qui sont plutôt vertueux sur le plan... Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre d'énergie à lutter contre le réchauffement climatique, parce que les autres ne le font pas. Non, ça veut dire que la France est déjà l'un des pays les plus vertueux du monde, que nous avons une énergie à, il faut continuer à le faire. À plus de 80% décarbonée, nous sommes les seuls dans le monde. Voilà, les seuls à produire une énergie aussi propre que celle-ci. Donc de fait, sur le plan, nous avons parmi les réglementations les plus dures du monde pour justement la protection de la biodiversité et de nos écosystèmes. Donc je crois qu'on peut difficilement demander aux Français d'aller plus loin. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut s'adapter et pour ça, il faut apporter des solutions pragmatiques. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des prévisions du GIEC ? Vous dites quoi ? Vous dites comme Marine Le Pen, comme elle le disait par le passé, elles sont trop alarmistes ? Non, mais une fois de plus, moi, le GIEC dit une chose très simple, c'est qu'il y a un réchauffement climatique en cours. Je crois qu'il y a un débat, y compris d'ailleurs au sein même des experts et scientifiques divers et variés, pour savoir quelle est la part de l'impact humain. Il y a un impact humain. Pour le coup, quelle est la part de cet impact ? Est-ce que c'est 70% ? Est-ce que c'est 25%? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, l'activité humaine a un impact. Donc de toute façon, qu'on cherche à électrifier nos usages, notamment, qu'on cherche à électrifier notre industrie, c'est de toute façon vertueux, c'est de toute façon aussi un enjeu de souveraineté. Moi, je ne peux être qu'adepte de ces solutions sur là en effet la géothermie, sur l'hydrogène, parce que c'est une manière d'être moins dépendant, y compris de la fourniture d'énergie étrangère. Donc de ce point de vue-là, de toute façon, on a tout à y gagner, bien sûr. Vous dites pas comme Donald Trump, c'est une arnaque, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. Moi, je n'ai jamais dit ça. Par contre, je ne communie pas du tout au discours des écologistes et des Verts, qui en effet n'apportent aucune solution, culpabilisent les gens, créent une forme d'éco-anxiété dans notre jeunesse qui pousse certains à même renoncer à transmettre la vie. Donc c'est vrai que ça n'est pas le discours que moi je crois au génie humain, j'ai foi en l'humanité, contrairement à eux, vous voyez, qui appellent plutôt à sa disparition. Comment est-ce que vous expliquez du coup les votes parfois au Parlement européen contre ce que vous avez appelé le fanatisme vert ? Est-ce que au fond vous le regrettez aujourd'hui ? Je ne regrette rien, puisque tous les votes que j'ai portés étaient des votes qui étaient cohérents. C'est-à-dire que le drame aujourd'hui, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre en France sont issues des importations. Or le problème, c'est qu'à force, si vous voulez, dans une forme de tsunami réglementaire, de normes, d'interdictions, de contraintes, qu'est-ce qu'on a fait ? On a délocalisé la production à l'étranger et on importe de fait ces produits, notamment de Chine. Et donc, typiquement, le vote auquel je me suis opposée, c'est-à-dire l'interdiction des voitures thermiques à hauteur de 2035, ça a pour simple conséquence de faire en sorte de stimuler la croissance de la production des automobiles chinoises et d'effondrer notre industrie à nous. Donc je ne vois pas de cohérence, si vous voulez. J'essaie toujours d'avoir un regard pragmatique sur les choses et pas idéologue. Est-ce que, selon vous, comme le disent cet après-midi les écologistes, qui demandent une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la canicule, ils demandent une motion de censure contre le gouvernement, est-ce que vous êtes de ceux qui considéraient que le gouvernement a une responsabilité dans la non-préparation de la France pour faire face à ces pics de chaleur ? Ils sont quand même d'un culot invraisemblable, ces écologistes, parce que si aujourd'hui, en effet, on a une surmortalité, notamment parmi les personnes vulnérables, isolées, âgées, dans nos maisons de retraite, dans nos hôpitaux, c'est parce que ces gens-là ont contribué, avec d'ailleurs le centre actuellement au pouvoir, à diaboliser la climatisation. C'est de leur faute.
Ah mais c'est clairement de leur faute, évidemment. Je veux dire, quand aujourd'hui on a des normes dans toutes les nouvelles constructions qui, désincitent à installer des systèmes de refroidissement, quand dans les fameuses normes DPE, là encore, on fait en sorte de désinciter à mettre des climatisations. Bref, quand on crée en fait tout un mécanisme, même au niveau régional, au niveau départemental, dans lequel la climatisation est présentée comme le mal absolu, de fait, c'est pas simplement un manque de moyens, c'est un manque de volonté politique. Ils pourraient vous dire qu'ils n'étaient pas aux responsabilités, ils considèrent que celui qui est responsable, c'est le Premier ministre actuel et ses prédécesseurs. Ils étaient mentalement en responsabilité. C'est bien le drame en fait, parce que de fait, ce centre droit, ce centre gauche depuis des décennies, s'est totalement plié justement à cette vision à la fois catastrophique et totalement idéologique des Verts sur tous ces sujets. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on a l'un des pays les moins climatisés d'Europe vis-à-vis de l'Espagne, vis-à-vis de l'Italie, alors je ne parle même pas du Japon et des États-Unis, alors qu'une fois de plus, cette climatisation-là, elle fonctionnerait avec une énergie décarbonée. Alors le RN a présenté son plan climatisation aujourd'hui chiffré à 20 milliards. C'est beaucoup sur 10 ans? Alors oui, c'est beaucoup, si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds, vous savez, qui existent pour la transition énergétique, qui est aussi entre 10 et 15 milliards. On pourrait parler de la prime Rénov', du fonds vert, du fonds chaleur, ADEME, qui justement... Il faut supprimer? Non, qu'il faut pas, on peut réorienter, puisque c'est des fonds qui sont disponibles pour d'ailleurs les citoyens comme pour les entreprises, mais qui excluent de fait, dans l'immense majorité des cas, les systèmes de refroidissement et notamment la climatisation. Et donc là, une fois de plus, peut-être faut-il se poser la question de savoir comment on optimise la chaleur en hiver et comment on optimise le rafraîchissement en été. Du coup, j'ai pas compris, vous la soutenez ou non la motion de censure des écolos? Non mais moi je considère que ce gouvernement aurait dû tomber 50 fois depuis bien longtemps et sur bien d'autres sujets que celui de la climatisation. Donc voilà, maintenant je ne soutiens pas le motif, on va dire aujourd'hui, qui est porté par les Verts parce que je considère qu'ils sont co-responsables. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale doit se prononcer une nouvelle fois sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Vous y êtes opposé, vous avez manifesté contre dimanche dernier. Pourquoi à vos yeux c'est un mauvais texte, alors même que certains, comme l'Association pour le droit à mourir, expliquent que c'est un choix qu'on pourra exercer ou non le moment venu? Alors moi je pose la question autrement, quel est le choix quand pour des millions de Français la seule solution c'est souffrir ou mourir par euthanasie? Parce que la réalité de notre pays aujourd'hui, c'est qu'il y a un Français sur deux qui n'a pas accès aux soins palliatifs, il y a 500 personnes par jour qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, il y a 21 départements qui n'ont pas de service de soins palliatifs. Je pense aux Ardennes, au Cher, à la Corrèze, à la Creuse, à la Lozère, au Gers, au Jura, au Lot, à l'Eure-et-Loire, je pourrais vous en citer beaucoup. Et donc ces départements-là, on leur donne comme simple solution d'être dans des déserts médicaux sans avoir un accompagnement digne de ce nom. Et donc je n'imagine pas qu'ils puissent de fait mourir dans la dignité. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une réflexion sur l'aide à mourir. Le soin palliatif, l'absence de moyens, c'est une chose, mais sur le principe même de l'aide à mourir. Toute cette énergie qui a été mise au service de l'euthanasie humaine depuis des semaines par les députés aurait été beaucoup mieux occupée à justement répondre à cette urgence humaine, sociale, et j'ai envie de dire quasiment morale de ces personnes en fin de vie, dont on sait que quand elles sont accompagnées correctement, c'est le cas dans les soins palliatifs sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan de la douleur, abandonnent cette idée de mourir. Marion Maréchal, qu'est-ce que vous craignez au fond avec ce texte? On rappelle que le principe sera le suicide assisté, sauf, alors le mot n'est pas utilisé dans le texte. Suicide assisté, sauf dans le cas où la personne malade est incapable d'effectuer elle-même le geste létal. On rappelle que les médecins eux-mêmes pourront refuser de faire ce geste létal. Qu'est-ce que vous craignez? Eh bien, ce que je crains, et je crois que la liste non exhaustive que je vous ai citée des départements concernés par l'absence de soins palliatifs démontre que ce sera d'abord une loi pour les campagnes et pour les pauvres. Voilà, parce que ceux qui ont les moyens de se payer une clinique privée, ceux qui ont les moyens de se déplacer pour aller dans des soins palliatifs et être pris correctement en charge, ils seront moins tentés par cette envie du désespoir de mourir, alors que les gens qui vivent dans des déserts médicaux, qui sont seuls, qui justement ne sont pas accompagnés correctement sur le plan de la douleur, évidemment la seule solution qui leur reste c'est ça, ou alors encore pire, et on le voit dans les pays anglo-saxons qui ont légalisé l'euthanasie, des gens qui font valoir comme premier motif la peur d'être une charge pour leurs proches et qui vont donc culpabiliser de rester en vie parce que la loi leur donne la possibilité de mourir. Moi je veux pas de cette société-là, je veux au contraire une société qui se mobilise quand quelqu'un est en détresse et appelle à l'aide. C'est un sujet que vous allez porter dans la campagne? C'est un sujet, bien sûr, qui sera au cœur de la campagne. Moi, je milite, si jamais, par malheur, cette loi était adoptée, pour qu'elle soit abrogée, bien sûr, et qu'au contraire, on concentre notre énergie sur le développement des soins palliatifs. Je parle de la campagne parce que les juges vont décider du sort de Marine Le Pen le 7 juillet. Au fond, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aux juges s'ils étaient face à vous? Rien de plus que ce que je leur ai dit en première instance, parce que je leur ai dit directement, évidemment. Moi, j'ai été choquée par cette décision. Je pense que ce n'est pas à eux de décider qui peut être la candidate aux élections présidentielles. Pour une raison simple, c'est que nous sommes dans une grande démocratie et que il me semble que c'est aux Français de décider. Voilà. Et donc, j'espère qu'ils reviendront à la raison en appel. Marine Le Pen a 3 présidentielles à son actif. Est-ce que vous pensez qu'elle a plus de chances de faire gagner son parti que Jordan Bardella? Est-ce que l'expérience
quand on est en campagne, ça compte? Alors moi je pense que nous avons la chance au sein du camp national d'avoir 2 très bons candidats. C'est un luxe parce que d'autres ont plutôt un mauvais candidat, voire plusieurs mauvais candidats. Je crois qu'aujourd'hui Jordan Bardella lui-même très clairement de toute façon souhaite cette candidature de Marine Le Pen. Donc il n'y a pas de débat de légitimité. Si vous voulez, les choses sont très claires de ce point de vue. Maintenant, moi ce que je tire comme conclusion, j'ai envie de dire que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Ce serait indifférent pour vous? Ils feront des campagnes qui leur ressembleront. Mais pour vous, personnellement, on les voit là tous les deux. Oui, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que le camp national est très haut. Que ce soit l'un ou l'autre, d'ailleurs, on oscille entre 30 et 36%. Par contre, 30 et 36%, ça ne fait pas 50. Et donc c'est là où il y a tout un travail auquel j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, pour aller convaincre notamment les électeurs aujourd'hui chez Bruno Retailleau ou chez Éric Zemmour, de leur dire que nous avons énormément de choses en commun, l'essentiel en commun, et qu'il vaut mieux qu'ils soient aux côtés d'une coalition potentiellement victorieuse que dans des impasses politiques sans lendemain, qui pourraient d'ailleurs, concernant Bruno Retailleau, peut-être demain se compromettre avec les macronistes. Le bardélisme et le marinisme, c'est la même chose? Écoutez, de fait, puisqu'il va y avoir d'ici quelques semaines un programme présidentiel qui va être publié. Qu'ils vont incarner de manière différente, peut-être. Oui, mais avec des propositions, on va dire, très claires et très précises. Qui sont celles du parti historique porté par Marine Le Pen? De fait, qui seront l'objet d'un consensus entre eux et d'un travail commun, d'ailleurs, avec les alliés que nous sommes. Donc je crois que là-dessus, il n'y aura pas d'ambiguïté ou de guéguerre de ligne, comme j'ai pu l'entendre. Maintenant, Jordan Bardella... Mais vous avez raison, c'est vrai qu'on entend qu'au fond, le parti ne se rangera pas forcément comme un seul homme derrière Jordan Bardella, si c'est lui. Mais vous n'y croyez pas? Je ne crois pas à cela, parce que je crois que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont fait la démonstration de la complémentarité de leur duo et de leur volonté absolue de se soutenir l'un l'autre, quelles que soient les hypothèses. Voilà, et la situation est tellement grave. Moi, je crois à la qualification de Jean-Luc Mélenchon au second tour, je vous le dis très franchement. Donc je crois que nous n'avons pas de temps à perdre à droite, une fois de plus, avec des impasses électorales, des petites guerres d'ego. Nous avons la chance d'avoir 2 très bons candidats. C'est l'occasion de nous rassembler et de faire valoir nos complémentarités dans cette coalition. Quelle place vous aurez dans le dispositif, Marion Maréchal? Écoutez, quelle place vous voulez dans le dispositif? Oui, au-delà de ce que je veux, c'est surtout qu'est-ce qui peut être utile. Voilà, moi, je porte une ligne qui est un peu singulière dans la coalition, notamment sur les questions économiques, sur les questions identitaires, mais pas seulement. Et donc, j'espère pouvoir convaincre, notamment ceux qui sont aujourd'hui chez Bruno Retailleau et Éric Zemmour, que nous avons beaucoup de choses en commun et que je pourrais porter une grande partie des idées qui leur tiennent à cœur dans cette coalition. Merci beaucoup, Marion.